Et si nos intestins détenaient la clé de notre santé? C'est le pari qu'ont fait une poignée de chercheurs audacieux. Ils consacrent leur vie à l'étude de ces tubes qui transforment notre nourriture en matière fécale. Et leurs découvertes sont stupéfiantes. Dans notre ventre se cache un monde microscopique, foisonnant, dont on ignorait tout ou presque. Un monde qui agit en permanence sur notre santé et notre bien-être. Ce monde quasi inconnu se nomme le microbiote. Le comprendre, c'est potentiellement guérir des millions de patients en souffrance. C'est établir un lien concret entre notre estomac et notre cerveau, et s'en servir pour apaiser ou faire disparaître des maladies chroniques ou dangereuses. Le terrain est en friche, mais l'enjeu est immense. La science plonge dans le microbiote en balbutiant, mais elle avance. Ces hommes et ces femmes bousculent nos idées reçues, révolutionnent la médecine et vont jusqu'à prouver que nos excréments peuvent devenir des médicaments. Et s'il était temps de découvrir ces éclaireurs de la guérison? J'aime bien faire le pain parce que c'est une mise en œuvre d'organismes vivants. Le lever de la pâte, qui est assez magique en soi, c'est l'activité microbienne qui fait le boulot. Ces micro-organismes, en fait, qui sont essentiels pour la fabrication du pain ou du vin, ils sont aussi dans notre corps. Ça s'appelle le microbiote. Ça représente à peu près 2 kilos dans le contenu intestinal. Plein de microbes qui sont essentiels pour nous protéger et puis aussi pour nous aider à digérer. Globalement, le corps humain, c'est à peu près 50 000 milliards de cellules humaines et 50 000 milliards de bactéries. Donc on est vraiment à part égale finalement, microbes et hommes. Joël Doré, c'est Monsieur Microbiote, le chercheur qui a contribué à en découvrir son potentiel. Pour décrypter les secrets de nos intestins, le professeur Doré a dû penser hors des sentiers battus. C'est donc tout naturellement au milieu des champs que cette aventure a débuté. Mon histoire avec le microbiote a commencé avec les vaches. Je m'étais acquis une réputation de monsieur spécialiste du P des vaches, en fait, au début. La vache récupère 95% de son énergie et 80% de ses protéines à travers le microbiote qu'elle héberge, en fait. Donc c'est vraiment le microbiote qui lui donne à peu près tout, ce qui permet ensuite de produire du lait ou de la viande, en fait. Quelques années après, je demande une mutation sur Paris pour travailler sur le microbiote intestinal de l'homme. Pour comprendre le rôle du microbiote sur notre santé, il a fallu d'abord recenser un à un les micro-organismes qui peuplent notre ventre. Et pour y accéder, il n'y a qu'un seul moyen. S'intéresser au microbiote intestinal, c'est forcément travailler sur des échantillons qui sont, qui sont de la merde, en fait, qui sont des selles humaines. Christian, on a une enveloppe. Très bien. On a un échantillon. Arrive. Très bien. Tu vas aller avec toi, on va aller au labo. Parfait. Très bien. Parfait, il est conforme. C'est quand même très visqueux, hein. Mais je vais pouvoir maintenant le séparer en 2 petits tubes. Si nos volontaires savaient tout ce qui se passe avec leur caca. Bon, et c'est que le début, en fait, hein, sachant que derrière, on va extraire l'ADN, on va le séquencer pour
va essayer de faire un profil du microbiote intestinal. Absolument. Parfait. Ok. C'est en effet dans nos excréments que se cachent les bactéries de nos intestins. Ces organismes vivants sont longtemps restés méconnus, invisibles. On parlait de flore intestinale sans savoir dans le détail ce que ce terme englobait. Aujourd'hui, notamment grâce au professeur Joël Doré, on sait. Tout un monde de microbes et de bactéries aux noms étranges s'est ouvert à la science. C'est l'évolution de la technologie qui nous permet d'accéder avec un niveau de résolution inégalé à une caractérisation très fine de l'écosystème intestinal, avec des outils sophistiqués, des séquenceurs qui font la même chose que ce qu'on fait quand on séquence le génome humain, en fait. Et donc ça a été une vraie révolution technologique. Salut Joël. Et bonjour Joël. Hello. On a reçu ton échantillon. Ouais, c'est bon, on a les données. On a commencé à l'analyser. Racontez-moi tout alors. Ça, c'est l'échantillon. C'est ça. Ah, on a une belle richesse ici. On a énormément d'espèces. 256 espèces ici dans cette échantillon. 256, ok. 256. Ok. Majoritairement des bactéries, comme tu peux voir. Ok. Donc, dites-moi un petit peu plus, en fait, il y a quoi comme bestiole? Je vois qu'effectivement, il y a plusieurs Faecalibacterium. Ouais. Il y a une des espèces que moi j'aime beaucoup, que je connais bien. C'est la Streptococcus salivarius, comme tu peux voir ici. On sait que les bactéries sont parfois nommées au nom de chercheurs. Et j'ai la chance d'avoir 2 noms de bactéries. On peut voir une Dorea, notamment. Un genre que je connais bien. Ah ouais. En l'honneur du microbiologiste français Joël Doré. Incroyable. Quand on pense microbe, en fait, on pense agresseur. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de l'éliminer. Alors que ce qu'on a découvert, c'est qu'on a essentiellement des interactions bénéfiques. Nos microbes nous fournissent énormément de fonctions, comme la participation à la digestion, la participation à l'éducation en permanence de nos défenses naturelles, et puis c'est également tout un tas de signaux que produit le microbiote et puis qui sont actifs dans tout l'organisme, en fait. Et il y a effectivement des signaux du microbiote qui vont jusqu'au cerveau et qui vont pouvoir conditionner la perception de bien-être ou la perception de satiété. On a pu mettre en évidence, bien sûr, des bactéries, certaines connues, mais beaucoup jamais observées auparavant. On a pu mettre en évidence des levures, des champignons, des virus. Et donc, le message qu'on a retiré de ça, c'est cette incroyable richesse. Mais y a-t-il un lien entre la richesse du microbiote et la santé des patients? C'est ce que découvre la science depuis peu. Comme ici, par exemple, où l'on compare le microbiote d'une personne en bonne santé à celui d'un patient obèse. Donc on a ici notre échantillon avec donc cette grande diversité microbienne. Et là, en comparaison, on a un échantillon d'un jeune obèse. Oui, là, on voit bien en fait qu'il y a certains genres majoritaires qui prennent toute la place, alors qu'ici, on a une multitude d'espèces qui se partagent l'écosystème. Et du coup, on a vraiment un écosystème qui est beaucoup plus riche. Et donc, l'échantillon du jeune obèse, on n'a que 125 espèces bactériennes. D'accord. C'est 2 fois moins que l'échantillon qu'on vient d'analyser. On voit nettement l'appauvrissement associé à l'obésité, d'accord. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une variabilité importante entre individus et que, notamment, il y avait une perte de richesse, un appauvrissement dans les maladies chroniques notamment. Les patients étant plus pauvres au niveau de leur microbiote que les sujets sains et plus pauvres en fonction aussi de la sévérité de la maladie. Fortement dégradé chez des personnes souffrantes de pathologies intestinales ou de diabète, le microbiote est aussi altéré chez les patients atteints de maladies neurologiques. Les chercheurs essaient de comprendre le rôle du microbiote dans l'apparition de ces maladies. Donc, un des moyens que l'on a aujourd'hui, c'est de prendre le microbiote d'un malade ou celui d'un contrôle sain, et puis de transférer le microbiote dans un animal. Le meilleur modèle est l'animal qu'on élève dans une bulle stérile. Donc, c'est un animal sans germes, et on peut lui transférer le microbiote d'un humain. Leur expérience du jour cherche à établir un lien entre autisme et microbiote. On transfère le microbiote d'enfants autistes vers des animaux sans germes. Donc, ce qu'on attend chez ces souris qui ont eu le transfert de microbiote à partir des enfants autistes, c'est qu'il y ait notamment une perturbation du comportement social. Oui. On va introduire dans le cylindre vide une souris inconnue
et on va commencer à mesurer le nombre de contacts avec la souris par rapport au nombre de contacts avec l'objet. Top, c'est parti pour 5 minutes. Donc là, par exemple, il y a eu un contact. Si le microbiote joue un rôle dans l'autisme, la souris inoculée avec le microbiote d'enfant autiste, on attend d'elle qu'elle aille indifféremment voir l'objet ou la souris. On étudie les comportements avec différentes méthodes standardisées d'analyse du comportement pour voir si effectivement, quand on fait ce transfert de microbiote, on met en évidence une altération du comportement animal. On commence à avoir des premiers résultats et c'est effectivement ce que l'on observe. Le déséquilibre du microbiote serait non seulement impliqué dans l'autisme, mais aussi dans la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et même dans certains cas de dépression. Des découvertes fondamentales qui ouvrent de nouvelles pistes thérapeutiques pour la médecine de demain. C'est une prise de conscience qui nous concerne tous. Notre richesse bactérienne est essentielle à notre santé physiologique, psychique et émotionnelle. Voilà de quoi nous inciter à en prendre soin. Notre microbiote, c'est un petit peu comme un écosystème, en fait, comme une forêt. On a toute cette diversité, on a toute cette richesse et on a toutes ces interactions qui sont vraiment essentielles. La particularité, finalement, du microbiote par rapport à nos cellules humaines, c'est que c'est malléable malgré tout. Ça va être en partie conditionné par nos habitudes de vie, l'alimentation, et notamment dans l'alimentation, les composés qu'on ne digère pas vraiment, comme les fibres alimentaires, qui vont plutôt être bénéfiques pour le microbiote intestinal. Sans surprise, la consommation de fruits et de légumes variés est la meilleure manière d'avoir un microbiote en pleine forme. Mais d'autres facteurs vont au contraire l'affaiblir. Tous les composés additifs, en fait, qu'on va retrouver beaucoup dans les aliments transformés ou ultra transformés et qui, eux, vont plutôt avoir un effet néfaste. Il y a les médicaments, bien sûr, notamment les antibiotiques. C'est un petit peu la bombe atomique pour le microbiote intestinal. Mais on pense effectivement que les composés qui sont utilisés aussi dans le traitement des cultures, les choses comme ça, peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal. On sait aujourd'hui qu'on est à ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène, où l'humain est responsable d'une érosion majeure de biodiversité. Eh bien, ce que le commun des mortels ne voit pas, c'est que la même chose est en train de se produire aujourd'hui dans ses intestins, au niveau de son microbiote intestinal, où, au fil du temps, au fil des générations, ce que l'on observe, c'est une perte, et potentiellement définitive, en fait, pour certaines espèces, de richesse et de diversité du microbiote intestinal. Avec des conséquences majeures sur la robustesse de notre écosystème humain, finalement, et notamment une sensibilité plus grande à courir des risques, en fait, en termes de développement de maladies, notamment de maladies chroniques. Simplement cette réalisation qu'on est microbien, et donc qu'on est dépendant finalement de tout un tas de choses vivantes autour de nous et en nous, nous amène à un petit peu d'humilité finalement. On n'est pas des êtres supérieurs sur la planète et dans le monde vivant. On fait partie du monde vivant et on est en interaction avec énormément d'autres organismes et c'est ça qui constitue la vie en fait. Mon fils, Michael, m'a dit un jour j'ai l'impression que tu as atteint ton ikigai. Ikigai est un terme japonais, en fait, qui signifie qu'on a combiné la possibilité d'apporter des compétences, ce faisant de servir à la société et d'être dans un univers qui nous correspond complètement, en fait, où on s'éclate, quoi. C'est une chance inouïe. C'est pas quelque chose que j'ai cherché en tant que tel. Mais par contre, il faut savoir apprécier complètement quand on a cet alignement de planète, quoi. On va entrer dans une ère où le médecin pourra utiliser le microbe comme un outil et comme un médicament, voir l'écosystème microbien
comme un traitement. La recherche n'a pas encore livré tous les secrets du microbiote. Mais déjà, certains médecins l'utilisent pour soigner des maladies avec des résultats spectaculaires. Harry Sokol est l'un des précurseurs de ces nouvelles thérapies. J'ai commencé médecine pour faire de la recherche, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et j'ai eu la chance qu'un de mes mentors me mette en contact avec Joël Doré. C'est clairement à ses côtés que j'ai commencé à travailler sur le microbiote. Et ça a été pour moi une découverte absolument fantastique. Le professeur Harry Sokol est médecin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'est ici qu'il a voulu mettre en pratique ses découvertes pour guérir des malades. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le microbiote intestinal, j'aurais jamais imaginé qu'en si peu de temps, finalement, en l'espace d'une dizaine d'années, on aboutisse déjà à des thérapies basées sur le microbiote qui transforment la vie des gens. Dans le service de gastro-entérologie, les patients souffrent de maladies du système digestif. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ce soir? Ça va. Ça va? Oui, oui, oui. Et le transit, ça va aussi? Oui. Un peu irrégulier? Oui, oui. Les maladies intestinales, en général, hein, ce sont des maladies dont on parle de manière assez difficile, puisque c'est pas évident d'aborder ce genre de sujet avec sa famille, avec ses amis. Donc on peut avoir l'impression finalement que ce sont des maladies très rares, qui existent de manière anecdotique, mais en fait c'est pas du tout ça. Il y a plus de 200 000 patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin en France. Parmi ces maladies peu connues, l'une d'elles concerne directement le microbiote. Son nom, l'infection à Clostridioides difficile. Cette bactérie envahit notre intestin lorsque le microbiote est altéré, et elle est extrêmement difficile à déloger. Elle résiste souvent aux antibiotiques. Les conséquences, ça va être une diarrhée, des selles très liquides, des douleurs au ventre, et puis potentiellement de la fièvre, et ça peut même évoluer vers des formes graves qui peuvent conduire les patients en réanimation, voire, si on ne fait pas ce qu'il faut, ça peut conduire au décès. C'est un véritable problème de santé publique. Il y a plusieurs milliers de morts chaque année à cause de cette infection. On se retrouvait devant des patients qui étaient dans des impasses. Hein. Il n'y avait pas de moyen de les traiter. En 2012, il y avait une technique qui commençait à se diffuser. On commençait à avoir de plus en plus d'informations suggérant qu'elle pouvait être efficace dans les formes récidivantes d'infections à Clostridioides difficile. Je me suis dit qu'il fallait essayer de la mettre à disposition des patients. Cette technique, c'est ce que l'on appelle la transplantation de microbiote fécal. Le concept, il est très simple. C'est finalement de ramener un microbiote sain dans l'intestin du malade. Et ce microbiote sain va empêcher la prolifération de cette bactérie. Elle va faire barrière à la prolifération de cette bactérie. Elle a bien arrêté ses antibiotiques hier. Oui, elle a bien pris ses IPP. Super. Elle n'est pas trop angoissée? Un peu. Un peu. Je te laisse découvrir. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Pas trop. Ah, les fameuses pilules. C'est ça, elles sont là. Je suis aujourd'hui à l'hôpital parce que j'ai une infection au Clostridium, qui est une bactérie assez dangereuse, assez mortelle, et que j'ai cette bactérie depuis 2 mois. J'ai des crampes toutes les 20 minutes avec d'énormes douleurs et des diarrhées. Non-stop, non-stop, non-stop. Donc j'ai pas besoin de vous dire que c'est très pénible pour moi, c'est pénible pour mes proches, pour ma famille, puisqu'ils me voient alité et me tordre de douleur, et sans qu'il y ait vraiment de solution en fait. Donc vous êtes là pour faire une transplantation fécale. Exactement. Donc C'est la dernière alternative. C'est la dernière alternative, effectivement, mais c'est une alternative qui marche très très bien. Donc on va passer aux choses sérieuses. Ça marche.
Je vous les montre quand même pour être sûr que vous Très vous sentez bien. capable de les prendre. Ah, elles sont toutes blanches. Alors, ça ressemble à mes comprimés de vitamines. Bon, bah alors ça Voilà. Attendez, je peux vous Oui, le tenir si vous tenez. voulez. Oui, on sait jamais, c'est précieux. Hein. Voilà. Allez, j'ai ma petite bouteille d'eau. Quand on parle de transplantation ou de greffe fécale, on s'attend parfois à une salle d'opération, etc. En fait, évidemment, c'est pas du tout le cas. La procédure en elle-même est très simple. Ici, c'est une procédure par gélule, mais on le fait parfois avec une sonde, un petit tuyau qui passe dans le nez, qui va jusqu'à l'estomac, ou alors ça peut être fait par le bas, par coloscopie ou par un lavement, et ça marche tout aussi bien. Dans ces gélules, eh bien, il y a tout simplement des matières fécales humaines d'un donneur sain. C'est extrêmement simple. Pour moi, ça va m'aider à guérir, à avoir une belle vie, donc peu importe ce qu'il y a dedans. Après, c'est terminé. D'accord, ça sera fini. Voilà. J'espère retravailler, me plaindre, avoir à me plaindre d'avoir trop de travail, de courir dans tous les sens comme je le faisais avant, de faire mes courses, de vivre. Ces patients, ils perçoivent un effet en 24 à 48 heures. C'est une efficacité absolument spectaculaire. Ça marche dans plus de 80% des cas. Il a fallu de la persistance pour résister aux critiques. On se moquait un petit peu de nous. Il faut être clair. Le microbiote, ben voilà, pour tout le monde, y compris les médecins et les scientifiques, c'est juste du caca, c'est un déchet. En tout cas, à l'époque, c'était très clairement comme ça que c'était perçu. Pour préparer ce médicament d'un nouveau genre, il faut d'abord collecter la matière première auprès de volontaires en bonne santé. Allez-y, entrez, installez-vous. Don du sel, quand on en parle, les gens sont un peu, même très réticents, et même ils rigolent. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. Est-ce que vous vous sentez en bonne santé aujourd'hui? Oui. Les donneurs doivent être âgés entre 18 et 60 ans. Et on fait des contrôles réguliers de sang et de sel pour être sûr qu'il n'y ait aucune maladie qui soit transmise lors de la transplantation. Du coup, je vais vous donner le pot. Vous avez les instructions dessus si vous avez besoin. Et là, je vais vous montrer les toilettes. Voilà. Merci. Voilà. Donc, vous avez juste à déposer le pot sur la paillasse et moi, je vous attends dehors après. Merci. Bonjour Sandrine. Vas-y, rentre. Rentre, on va fermer la porte. Ça s'est bien passé? Il y a l'horaire dessus, il y a tout. Super. Merci beaucoup. Tout chaud. On va préparer 120 ml. Des greffes fécales sont maintenant réalisées toutes les semaines à l'hôpital Saint-Antoine. Les pharmaciens préparent les transplants à partir des précieux excréments. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette zone de la pharmacie flambant neuve qui est dédiée à la préparation des selles, au stockage, mais ça n'a pas du tout le temps été le cas. Quand on a commencé en 2012, en gros, je faisais tout seul. Je parlais aux donneurs, je récupérais les selles des donneurs, je faisais la préparation de manière assez artisanale. Il fallait faire avec les moyens du bord. Et donc, par exemple, pour homogénéiser les selles, on utilisait un mixeur de cuisine, un mixeur girafe. Vous savez ce que l'on plonge d'habitude dans la soupe. Voilà, on le plongeait dans les selles pour l'homogénéisation. Et j'allais administrer moi-même la transplantation aux patients. Il n'y avait vraiment pas de moyens. Je suis vraiment très fier du chemin parcouru, de m'être battu avec l'administration de l'hôpital pour les convaincre de l'intérêt de cette méthode, d'avoir convaincu des collègues aussi de me rejoindre dans cette aventure pour arriver à cette situation actuelle où on a une véritable équipe. Bonjour madame, venez. J'ai eu une greffe le 5 janvier dernier à l'hôpital Saint-Antoine suite à une horrible bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile. C'est comme si vous aviez en fait un Hulk dans votre ventre qui grossit à fur et à mesure du temps qui passe. Et c'est abominable. La greffe, c'est un miracle. On est là pour faire la consultation 6 mois après la greffe.
voir un petit peu comment vous vous sentez depuis cette intervention. C'est incroyable parce que d'abord je suis là, je vis une vie totalement normale, je me sens bien, j'ai repris une vie normale, je peux retravailler normalement, c'est incroyable. Merci, vous m'avez sauvé la vie, merci, c'est extraordinaire. C'est extrêmement émouvant, c'est touchant, on se sent utile. Ça nous remplit de motivation aussi, parce que tout ça, c'est des efforts d'arriver à mettre en place ce genre de traitement. Ça nous pousse à continuer, à développer les choses encore plus pour rendre ce traitement accessible au plus de patients possible. J'aime manger, tout simplement. J'aime les bons plats. J'ai appris beaucoup avec ma mère, la cuisine. C'est une activité que l'on fait de manière familiale assez fréquemment. Je crois qu'on t'a pas vu, Léa. À votre avis, dans tout ce qu'on prépare, là, qu'est-ce qui est le mieux pour le microbiote? Fibres. Ouais, il y a des fibres dans tous les fruits et légumes, mais... Je pense que l'oignon, c'est pas mal. Bah ouais, les haricots, l'oignon aussi, c'est excellent. Et puis tous les choux. Genre chou de Bruxelles. Ouais, absolument. Chou de Bruxelles, c'est excellent. Chou rouge, c'est bien ou pas? Ouais, bien sûr. Très fréquemment, je dis à mes enfants, mange ça, c'est bon pour ton microbiote. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la famille, finalement. Oui, on parle beaucoup de microbiote, mais c'est naturel. C'est sa passion. Quand quelque chose intéresse quelqu'un, il en parle. Donc, je crois que ça l'intéresse. Lorsqu'il ne travaille pas à l'hôpital, Harry Sokol se rend dans son laboratoire de recherche. Il a cofondé une start-up pour développer un médicament à partir du microbiote. Ce nouveau traitement pourrait changer la vie des patients atteints de la maladie de Crohn. Une maladie inflammatoire de l'intestin qui peut s'avérer extrêmement handicapante et qui touche plus de 100 000 personnes en France. Bonjour tout le monde. Bonjour Harry, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Là, on observe justement un échantillon de ce qui est en train d'être produit. Voilà. C'est la dernière production en fait, ça? C'est ça, exactement. D'accord. Alors cette bactérie qu'on est en train d'observer au microscope, elle s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. C'est ma meilleure amie dans toute ma carrière. L'histoire remonte à 2007, où on a identifié cette bactérie comme étant non seulement une bactérie majeure du microbiote humain normal, mais en plus, on a observé qu'elle était diminuée chez les patients atteints de maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une inflammation inappropriée dans notre intestin, c'est-à-dire que notre système immunitaire s'active trop fort. On s'est dit que peut-être elle avait des effets anti-inflammatoires, cette bactérie, et effectivement, c'est ce que l'on a démontré et qu'on a publié en 2008. Et à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, on peut le dire, parce que c'était un nouveau concept de partir d'une bactérie de l'intestin et de l'utiliser comme un médicament. Là, on voit bien, vraiment, c'est la forme lyophilisée de la bactérie. Donc, elle est toujours viable, elle est juste simplement figée. L'idée, ça va être d'encapsuler derrière donc, cette poudre-là dans une capsule spéciale là qu'on a ici. Et donc, les gélules, hop, tu vois, elles sont vraiment adaptées pour le patient. D'accord. Et donc là, on se rapproche quand même de l'essai clinique. Ça va marquer un point un peu d'achoppement pour l'ensemble du projet. Ouais. Un projet que tu mènes depuis 15-20 ans. Et de ramener cette bactérie aux patients qui en manquent, justement, ça va être un moment assez magique. L'espoir, c'est évidemment qu'on améliore le soin pour les patients atteints de maladie de Crohn. Ce qui est très important, c'est de comprendre quel est le poids du microbiote dans les différentes maladies. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui d'identifier les maladies où vraiment on va pouvoir agir et puis de commencer à agir avec énormément d'essais thérapeutiques qui sont en cours. Bon les enfants, Nathan, Léa et Charles, il nous faut un malade, une infirmière et puis un docteur qui me ressemble. Essayez de me trouver ça là. Je m'occupe de l'infirmière. Ok. Je crois que j'ai vraiment trouvé la perfection pour toi. C'est-à-dire que là, il y a la barbe, les lunettes, l'habit de médecin. Donc, Bravo Charles. Regarde. Ouais, très bien. En plus, on voit qu'il a un peu mal au ventre parce qu'il fait la grimace. ouais, voilà, comme ça. Exactement. Vas-y, faites mouvement par mouvement, tout doucement. Ok, photo. J'ai la chance d'être vraiment passionné par mon travail, en fait.
Le soir, le week-end, pendant les vacances, je continue de travailler et c'est vraiment mon moteur au quotidien, c'est ça. Attends, vous avez fait quoi là? C'est le stop motion qu'on a fait avec les enfants pour expliquer Sur la transplantation fécale. Je suis le professeur Harry Sokol. Je suis gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Voilà. Mais il ressemble trop, c'est génial. Il a plus de cheveux que moi quand même. Tout commence avec un donneur qui est vu en consultation. Pour moi, la transmission, c'est quelque chose de clé. Avec mes enfants, c'est important, mais avec les patients, leur expliquer les choses, ça a toujours été quelque chose de fondamental pour moi, notamment pour que les patients, finalement, adhèrent au traitement. Sinon, s'ils n'adhèrent pas, ils ne peuvent pas se soigner correctement. Et là, on explique, tu vois, dans la vidéo. Donc là, c'est les méchants. on est dans l'intestin. Ah, d'accord. Et là, Et là, transplantation. Et voilà. Ah, qu'en fait, vous n'avez pas vraiment joué, vous avez quand même un peu travaillé. C'était du travail. On se rend compte aujourd'hui que l'intestin et le microbiote, il est en connexion avec l'ensemble de notre organisme et notamment avec le cerveau. À l'avenir, il va falloir tenir compte de ça, prendre en compte la globalité finalement. En effet, le microbiote dialogue en permanence avec le cerveau en échangeant des signaux par voie nerveuse et sanguine. C'est la découverte de la décennie. Et le docteur Kirsten Tillich, chercheuse à l'Université de Californie, est devenue la spécialiste de ce dialogue. En 2013, son équipe démontre que le microbiote peut modifier l'activité cérébrale des êtres humains. 7 ans plus tard, elle démontre que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Pour certaines pathologies, le cerveau peut calmer le ventre. Depuis, Kirsten Tillich utilise des pratiques s'adressant directement au cerveau, comme le yoga, l'hypnose ou la méditation, pour soigner ses patients. J'ai été formée de manière assez classique comme gastro-entérologue. Au fil des ans, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les troubles digestifs fonctionnels. C'est lorsque tout semble aller bien dans le ventre selon les examens, mais que quelque chose ne va pas dans le fonctionnement du système digestif, entraînant beaucoup de symptômes. Et donc, j'en ai étudié les causes. Je suis née à New York. Mon père a fait ses études de médecine à Columbia. Et quand j'étais bébé, il a fait son internat à UCLA et a déménagé en Californie. J'ai grandi dans ce quartier où je vis aujourd'hui. Ralenti. Quel beau ralenti. Ok, accélère. Mon arrière-grand-père était médecin, mon grand-père aussi, mon père est cardiologue. J'ai grandi entourée de discussions médicales au téléphone, des docteurs mangeaient souvent à la maison. Je suis la 4e génération de médecins, la première femme. En consultation de gastro-entérologie, un patient sur 4 souffre de troubles digestifs fonctionnels. Des maux de ventre chroniques, sans cause connue, qui gâchent la vie de millions de personnes. J'ai vu beaucoup de patients différents. Mais aujourd'hui, je vois surtout des gens qui souffrent de brûlures d'estomac, de douleurs abdominales, de syndrome du côlon irritable, de constipation, de diarrhée. Ce qu'il se passait, c'est que j'avais peur de manger quoi que ce soit. J'étais comme paranoïaque. Je pensais que je n'allais pas pouvoir digérer la nourriture ou profiter du moment. J'étais tout le temps en train de penser à ça. Parfois, je ne voulais pas sortir ou alors, si je voulais voir des amis, je m'arrangeais pour éviter de manger. À force, ça a définitivement impacté ma vie de manière négative. Donc on a posé le diagnostic de syndrome de côlon irritable. On lançait alors une étude sur la méditation de pleine conscience. Et vous n'aviez jamais fait de méditation avant. Et c'était quelque chose que l'on souhaitait, que les patients qui rentrent dans l'étude n'y connaissent rien à la méditation.
Travailler avec le docteur Tillich a été formidable parce qu'elle m'a mise très à l'aise. Et puis, elle m'a parlé de cette étude sur la réduction du stress par la méditation, reliée aux troubles intestinaux. Et elle m'a demandé si je voulais participer. Vous étiez extrêmement sceptique à propos de cette intervention. Et une des clés de la méditation, c'est ça, laisser tomber les attentes. C'est ce qu'on dit le premier jour de la formation. Et je pense que vous avez vraiment réussi à le faire. Donc, pour commencer, ramenez votre attention sur votre corps. Notez quelle partie du corps est en contact avec la surface. Et notez alors le souffle qui traverse votre corps. Le cerveau n'est pas juste un observateur. Le cerveau est connecté au ventre. Il contrôle comment il fonctionne, comment il sécrète des liquides, comment il ressent les douleurs. Il contrôle aussi le système immunitaire qui le régule et qui le rend plus ou moins sensible aux aliments. Le cerveau fait toutes ces choses. Et donc, la méditation est une des pratiques qui permet de le calmer, de cesser de projeter notre attention sur ce qui risque d'arriver. Si je mange ceci, je vais ressentir cela. Cela a été un énorme changement pour moi, dans la façon de me ressentir moi-même quand j'avais ce genre de troubles. Quelques semaines plus tard, j'avais un repas avec un ami pour manger des sushis. Ce que je savais risqué pour moi, car il y avait du thon épicé qui irritait mon estomac. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais le manger et ça va bien se passer. J'ai juste changé ma façon de vivre cette expérience. La méditation, ça marche? Oui, mais comment? L'équipe de UCLA commence à comprendre scientifiquement le mécanisme de ces effets. Nous avons besoin de la science, car les gens ont besoin de comprendre pourquoi vous leur suggérez cela, comme la méditation. Quelles sont les évidences de son utilité? Donc, nous avons besoin de science pour montrer que les choses très basiques, suggérées depuis des millénaires, sont utiles. Depuis 2011, elle a exploré par IRM le cerveau de centaines de patients. Nous avons décidé de faire une étude d'imagerie pour voir quelles seraient les parties du cerveau les plus importantes dans le syndrome du côlon irritable. On place généralement les gens dans le scanner pendant 12 minutes avec les yeux fermés et on leur demande de ne rien faire, sans s'endormir. Et on mesure ce qu'il se passe au cours de ces 12 minutes, comment les zones du cerveau s'activent ensemble, en cohérence. D'après leur étude, le cerveau des patients souffrant du syndrome du côlon irritable active de manière excessive un réseau dans 2 régions clés du cortex. On l'appelle le réseau du mode par défaut. Une suractivation que l'on retrouve dans d'autres troubles chroniques. Dans les troubles alimentaires, le syndrome du côlon irritable, la dépression, les douleurs chroniques, le réseau du mode par défaut a un aspect particulier, plus connecté, plus actif. Il agit différemment chez les personnes qui souffrent de ces syndromes. Et donc, c'est comme si le cerveau était coincé dans une ornière, dans ce réseau du mode par défaut, sans pouvoir s'arrêter. Et il faut le faire sortir de là. La méditation est la façon la plus simple et la plus sûre de faire cela. Nous avons vu dans notre étude que les gens vont mieux. Et au bout de 3 mois, ils continuent de s'améliorer, ou du moins se stabiliser. Leurs symptômes intestinaux s'améliorent. Nous sommes proches de comprendre ce qu'il se passe et donc proches de concevoir des traitements. Cette découverte est une avancée considérable pour faire accepter ces nouvelles pratiques. Kirsten Tillich s'est lancé le défi de soigner ainsi ses patients, même les plus complexes, comme les vétérans de l'armée américaine.
Ma carrière est partagée entre deux institutions qui travaillent ensemble. L'institution académique à UCLA et l'hôpital des vétérans, où je vois des anciens combattants de l'armée. J'y vois des gens qui ont en général des douleurs chroniques, car c'est un énorme problème dans cette population. Je suis Ryan Cameron. Je suis un vétéran de l'armée. J'ai été sans domicile fixe en 2016. Je dormais sur le canapé des gens. Puis j'ai rencontré un assistant social. Il a su que j'étais vétéran et il m'a envoyé ici. Et en quelques heures, j'ai eu un lit pour moi. Comment êtes-vous arrivé à considérer votre syndrome du côlon irritable et son impact sur vous? Je ne savais pas ce qui le provoquait, mais j'ai trouvé le moyen de le stopper avec de la marijuana et d'autres drogues. Cela marche à court terme, mais c'est devenu chronique et je devais en prendre de plus en plus. En travaillant avec le Dr Tillich, elle m'a vraiment expliqué ce qui n'allait pas, c'est-à-dire mon problème d'évacuation instantanée. Si je mange quelque chose, ça rentre et en quelques minutes, je dois trouver des toilettes. Et je me disais, est-ce ainsi que je vais vivre le reste de ma vie? Et elle m'a appris pourquoi cela arrivait. Mon cerveau a pris un mauvais réflexe. Dès que quelque chose entre dans mon corps, il doit être évacué. Vous et votre équipe m'avez appris à prendre soin de ma propre santé pour traiter mon syndrome de côlon irritable. Car je ne savais pas vraiment comment gérer ces situations très stressantes. Quand je suis arrivée ici pour faire ce genre de travail, un de mes collègues qui travaille là-bas m'a dit « Oh, vous faites ces recherches sur la méditation, vous dites aux gens de faire toutes ces choses, mais quand tu vas arriver à l'hôpital des vétérans, ils ne vont pas faire cela, ils ne le voudront pas. » Et vous, vous étiez prêt à tout faire, tout ce que vous pouviez pour améliorer votre vie. Et vous l'avez fait. Et c'est génial. Et cela m'a vraiment rendu le sourire. Ouais. Maintenant, je suis prêt à trouver un travail étudiant à l'université. Oh, fantastique. Merci pour ça. Elle m'a aidé à retrouver ma vie. Je pense que c'est très important d'avoir des gens impliqués, à la fois en clinique et en sciences, car on fait des allers-retours permanents. Et les idées que je développe en sciences me guident dans mes soins aux patients. D'après la science, le ventre possède, comme le cerveau, des milliards de neurones qui réagissent au stress en provoquant des symptômes intestinaux. Le yoga, l'hypnose ou la méditation semblent calmer ce deuxième cerveau. Ces pratiques, associées à une médecine classique, forment ce que l'on appelle la médecine intégrative. Je crois très fermement dans la médecine occidentale et aux avancées technologiques qui nous permettent de greffer des organes et de traiter des maladies. Nous avons besoin de cette médecine occidentale. Mais on peut l'améliorer en y intégrant d'autres choses dans les domaines de la douleur, l'humeur, les traumas. Et nous rencontrons plus de succès que la voie technologique. Dans son approche de la médecine intégrative, Kirsten Tillich explore aussi les possibilités de l'acupuncture et ses effets bénéfiques. Aujourd'hui, nous allons procéder à un traitement appelé École de la Terre. Li Dongyuan était un très célèbre médecin chinois qui pensait que notre système digestif était la clé de la santé de tout le corps. On commence par le point le plus puissant du système digestif sur le corps entier, sur le canal de l'estomac. Un autre point digestif très puissant. Prenez une grande inspiration.
Je n'avais jamais fait d'acupuncture avant dans ma vie. Je n'ai jamais pensé en avoir besoin. J'ai suivi une formation d'acupuncture médicale et quand j'ai fait cette formation, j'ai été fascinée par les réponses qu'on obtenait. Certains pensent, de nos jours, que l'acupuncture se passe au niveau des fascias, ces tissus de contact entre les muscles. Certaines interactions entre les fascias changeraient quand on place des aiguilles. Une autre théorie, c'est la libération locale de neurotransmetteurs. Ces changements sont transmis aux nerfs qui arrivent dans la moelle épinière, ce qui affecte le système nerveux central. Quand vous placez les aiguilles sur des points très précis du corps, vous voyez le cerveau s'activer. Le corps est entièrement connecté. Oui, c'est un outil rapide qui a un impact si profond sur les symptômes en peu de temps. Oui, et si on peut soulager la douleur pendant la période, même courte, où les aiguilles sont en place, cela ouvre le cerveau à l'idée que la douleur n'est pas une fatalité. C'est vraiment comme une infusion d'espoir, ça fait partie du traitement. Dans la médecine intégrative, on regarde vraiment la personne dans son ensemble. Les choses que nous faisons avec notre corps, comme le yoga, le tai chi, changent la façon dont notre cerveau inconscient communique avec notre cerveau conscient. Comment on se sent, comment on vit dans ce monde. Rétrospectivement, je trouve que ce qu'on a réussi à faire, un peu en pionnier finalement du domaine, c'est assez magique. Et je pense que ce qui va se passer dans les 5 années qui viennent, c'est des changements vraiment importants de la nutrition et de la médecine. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vision des choses. Quand on repense au chemin parcouru, c'est un chemin qui est extrêmement complexe, mené d'embûches. Il faut avoir une volonté et il faut y croire en permanence, sinon il y a énormément de raisons d'abandonner en cours de route.